Les fêtes de Noël, les traditionnelles fêtes de Noël. Tous les ans, le même rituel. On se dépêche pour offrir les cadeaux, on se dépêche pour préparer le repas, inviter la famille, inviter les amis, bref, le rituel auquel on a droit tous les ans. Mais, est-ce que vous vous êtes déjà posé la question, mais d'où vient cette fête? Quelle est son origine? Eh bien, restez jusqu'à la fin de la vidéo. Je vais vous présenter quelqu'un qui va vous expliquer tout ça. Bonjour à tous, moi c'est Shango et bienvenue sur The African Chronicles, la chaîne de l'émancipation culturelle et financière des Africains et de la diaspora. Alors vous aussi faites partie de ce mouvement d'émancipation de la communauté et pour ça il n'y a rien de plus facile. Il vous suffit de vous abonner, activer la cloche de notification, de liker et de partager. Alors, les fêtes de fin d'année, Noël, je vous présente quelqu'un qui va tout vous dire, c'est maintenant. De retour sur le plateau du Focus, nous parlons toujours anthropologie noire avec le professeur Omotunde et on parle de l'origine africaine des fêtes de Noël. Totalement. Alors la première chose que je voudrais souligner, c'est qu'il y a quelques années, j'avais demandé à beaucoup de personnes de me dire, mais est-ce que ce qu'on nous disait quand on était gamin, c'est-à-dire le fait de tuer le cochon, de faire le boudin, est-ce que c'est notre tradition? Est-ce que c'est quelque chose qui vient vraiment de nous? C'est-à-dire qu'on a ramené d'Afrique, enfin quelque chose qui... Et tout le monde était ok, mais oui, ça vient de nous et compagnie. Bon, la chose c'est que c'est faux. C'est totalement faux. Cette affaire-là, c'est totalement faux. En fait, c'est une fête totalement française, européenne même, que vous allez retrouver même en Tchécoslovaquie, un peu partout en Europe. C'est la paysannerie qui avait l'habitude de faire ça. Ce qu'on appelle la Saint-Boudin ou la Saint-Cochon, ce sont des fêtes vraiment d'une importance notoire. Donc, je dirais que il faut quand même arrêter de dire que c'est notre tradition, parce que c'est pas notre tradition, ça n'a rien à voir avec nos origines. Mais il y a aussi une chose que j'ai notée et que j'ai appréciée dans un film qui est passé au cinéma, où il y a un moment le vieux qui reçoit son futur gendre, il lui dit, tu sais, peu importe là où tu iras dans le monde noir, à ce moment-là, nous cuisinons que des restes. Parce qu'il ne faut pas oublier qu'à l'époque de l'esclavage, les colons ne nous donnaient que des restes. Donc, que ce soit les queues de cochon, les pattes de cochon, les coins à cochon, ce sont des restes. Et c'est parce qu'on avait du talent qu'on a transformé les restes en art culinaire. Mais n'oublie jamais qu'il ne faut jamais manger les restes de personne. Et ça, c'est important de le souligner, parce qu'on ne se transmet pas un certain nombre de choses, et on fait semblant d'oublier le passé, mais le passé ne vous oublie pas. Voilà, donc c'est ça, hein, il y a le passé un peu tendance à vous courir après, donc vous mieux savoir un peu qui vous court après et comment arriver à inverser les valeurs et inverser aussi les énergies. Et on vous dira qu'on ne veut pas revenir sur la culture, monsieur Mutunde. La chose, c'est qu'il faut arrêter de raconter n'importe quoi. C'est-à-dire que la chose, elle est enracinée, mais elle peut pas être enracinée. Aucune plantation esclavagiste n'est un stage de formation, de la formation ni d'un peuple ni d'une civilisation. D'accord ? Une plantation n'a pas pour vocation de former un peuple. D'accord ? Donc il y a eu le code noir qui a été imposé pendant très longtemps, et ce code noir a façonné une façon de vivre qui n'est pas une façon de vivre naturelle. D'accord, c'est de l'artificiel, c'est par la force des armes qu'on a obtenu certains comportements. D'accord, demandez aux gens qui pratiquaient avant le maillot-lait, toutes ces choses-là. Qu'est-ce qui s'est passé dans nos arts et traditions de bâton et nos arts martiaux? Qu'est-ce qui s'est passé qui fait qu'on s'est retrouvé finalement à faire un art de combat sans bâton, avec des vieux qui remettent au goût du jour le bâton aujourd'hui. Donc ça montre bien qu'il y a quand même cet examen qu'il faut faire de façon simple. D'accord, on peut quand même discuter sincèrement. En tout cas, je voudrais montrer déjà le premier document, parce que écouter la musique à la fin, c'est puissant. Je dis aux gens d'écouter la musique. Le brûlage de monsieur Cochon, parce que en train de patron, il y a une petite thermique. Les vrais de vrais. Alors ton cœur à chaud, pourquoi il est très rosé? C'est une fête de l'amitié.
appréciez, monsieur, la convivialité, la fête, la joie, le bonheur? C'est le fait de revivre une tradition qui est très importante pour l'Auvergne. Hein. Et pour nous, on peut passer un bon moment. Je vais pas me la... Allez, on prend le baya. En France, n'oubliez pas de cacher. Je suis de la Polynésie, carrément de la Polynésie de Tahiti. Bon, je suis venu ici découvrir un peu ce qui se passe dans ce voyage. Il y a la fête du cochon et tout. Alors Jojo qui n'est pas spécialement génération en génération finalement. Hein. Alors la tête, évidemment, la langue. 12 kilos. 12 kilos. Vous étiez pas bien loin. C'est un petit cochon de 120 kilos. C'est du vrai authentique et c'est du savoir-faire surtout. Et là, on s'éclate. Hein. Là, vous pouvez voir effectivement d'où ça vient. Et c'est surtout pas sous cellophane. Allez, je rappelle à tous ceux qui ont réservé pour lui. On met les oignons à cuire avec le grain et les poireaux. Et puis après, on mélange le sang et le lait, tout ça. Et après, on assaisonne. Et après, on fait cuire. On est venu un peu se ressourcer, se nourrir ici avec du bon boudin de Besse. Et là, on va aller boire le rosé. Puis aujourd'hui, avec ce temps, c'est vraiment une sacoche, une vraie. Donc la fête du cochon. Voilà, totalement. En fait, ce qui est important de noter, parce que certains m'ont dit oui, la fête du cochon, ça vient de l'Europe, mais pas le boudin. Le boudin, nous sommes les seuls à le faire. On voit bien qu'en fait, non. Donc la chose, c'est que on a hérité comme ça d'un pan d'histoire qu'on essaye de s'auto-greffer, enfin, je sais pas, mais en tout cas, c'est quelque chose d'assez particulier. Maintenant, il y a une chose que je constate, c'est le changement de mets. C'est-à-dire qu'il y a un changement d'alimentation qui s'opère à partir du solstice. C'est-à-dire que quand vous allez dans les endroits reculés en Europe, effectivement, vous avez cette fête du cochon qui va avoir lieu le 14 décembre, le 15 ou le 17. Quand on arrive au 21, tiens, c'est surprenant, parce que c'est le moment du solstice, et là, il y a un arrêt. Hein, on peut recommencer en janvier, recommencer en février ou même en fin décembre, mais on voit bien qu'il y a une différence, puisque dans tous les deux, il suffit de regarder les documents, quels mets les Européens mangent durant cette période-là. C'est de la dinde, c'est du canard, c'est la pintade, vous voyez. Donc, c'est-à-dire on passe du 4 pattes aux 2 pattes. D'accord. Donc, il y a quelque chose de très surprenant. Une période pour manger les animaux à 4 pattes, surtout en fin d'année. Moi, j'ai consulté même des documents du Vatican que je peux vous montrer. Le Vatican est très clair. On passe normalement aux 2 pattes. À partir du solstice d'hiver. Parce que ça marque l'élévation. Alors justement, ça nous emmène à comprendre une chose, c'est-à-dire que le personnage de Jésus, personne ne sait quand est-ce qu'il est né, quand est-ce qu'il est mort en réalité, parce que c'est quelqu'un qu'on a introduit dans l'histoire de l'humanité. Bon, parce que il faut bien comprendre une chose, une civilisation, c'est une organisation politique, une organisation économique, mais aussi une organisation religieuse. D'accord ? Donc, cette civilisation introduit, quand elle s'introduit dans l'histoire par la force, donc elle va aussi introduire sa vision. Sauf que le monde romain en a eu beaucoup, parce que c'était polythéiste au départ, après ils ont été mitraïstes, donc voilà. Donc on voit que on a des emplois Constantin qui essayent de faire une espèce de mixage de différentes cultures pour ne froisser personne, et on va aboutir petit à petit à un ramassis de toutes les cultures qui deviendra le christianisme. Le mieux, c'est de regarder justement ce que disent les spécialistes, et on pourra en rediscuter après. On part pour le deuxième document. Les bergers de Luc jouent un grand rôle dans le Noël chrétien. Mais d'après le professeur Vermèche, cette référence exclut que Jésus soit né en décembre. Même à Bethléem, les bergers ne gardaient pas leurs moutons dans les champs, la nuit, en hiver. Ils les faisaient rentrer à l'abri. D'ailleurs, les premiers chrétiens fêtaient la naissance de Jésus tantôt le 21 avril, tantôt le 20 mai. Ce n'est que plus tard que la date a été déplacée au 25 décembre. La date de la naissance de Jésus est une institution chrétienne qui remonte au IVe siècle.
La date du 25 décembre a été choisie parce que dans le monde romain, elle correspondait à une fête, celle de Sol Invictus, le soleil invaincu. Une fête de la lumière s'est simplement transformée en une autre. Pour les chrétiens, le Christ est la lumière au monde. Et ce n'est pas seulement le mois qui fait débat, c'est aussi l'année. Lorsqu'on donne une date à la place de avant et après Jésus-Christ, on peut dire avant l'ère chrétienne et de l'ère chrétienne. Dans ce système, l'année de naissance de Jésus se situe entre 1 avant l'ère chrétienne et 1 de l'ère chrétienne, mais cela prête à controverse. Luc mentionne un recensement effectué en l'an 6 de l'ère chrétienne, l'année où la Judée est devenue une province romaine. Et il associe la naissance de Jésus à cet événement. Il explique aussi que l'enfant est né au jour d'Hérode, que certains ont pris pour Hérode le Grand. Le problème, c'est que cet individu est mort en 4 avant l'ère chrétienne. Si Luc fait référence à Hérode le Grand et non à son fils Hérode Archélaos, son récit ne fait qu'embrouiller les choses, car les spécialistes pensent qu'un recensement n'aurait pas été demandé par les Romains au temps d'Hérode le Grand. Une phrase de l'évangile de Luc explique que lorsque Jésus est apparu en public, il avait une trentaine d'années. Cet événement a eu lieu très peu de temps après le début des activités publiques de Jean-Baptiste. Toujours d'après l'évangéliste, Jean-Baptiste fait parler de lui en l'an 15 du principat de Tibère César, c'est-à-dire en 29 de l'ère chrétienne. Si Jésus avait 30 ans à cette date, il serait donc venu au monde en l'an 1 avant l'ère chrétienne. Or, il aurait fallu qu'il ait au moins 3 ans de plus à cette date pour avoir vécu au temps d'Hérode le Grand, ou 7 ans de moins pour être soumis au recensement romain. Un écart d'au moins 10 ans apparaît donc dans le récit de Luc. L'évangile selon Matthieu raconte une histoire différente. Une étoile inconnue était apparue pour proclamer la naissance de Jésus. 3 sages, interprètes des corps célestes, étaient venus de l'Est pour adorer l'enfant. Leur geste était censé souligner l'unicité de Jésus. La suite de l'histoire se transforme alors en roman noir. Par crâne du roi Jésus, Hérode ordonnait la mise à mort de tous les enfants mâles nouveau-nés. Il n'existe aucune preuve historique de ce meurtre massif. Il n'est même pas sûr que Jésus soit né du temps d'Hérode. Ni la date, ni le lieu de naissance de Jésus ne sont précisément connus. On doute même que l'église de la Nativité à Bethléem soit construite sur l'endroit exact de sa naissance. Alors donc l'homme sur lequel on a quasiment basé notre calendrier, en fait on ne sait pas où il est né, on ne sait pas quand il est né, flou artistique dessus. Voilà, c'est-à-dire que la chose c'est qu'il faut comprendre. D'ailleurs monsieur dit qu'on commence les fêtes de Noël en 400, à l'époque de l'Empire romain. Donc, vous voyez qu'il faut comprendre, parce que en fait la chose c'est que cette pensée, elle sert à contrôler la pensée de l'humanité. C'est-à-dire qu'on cherche à contrôler, à générer. La preuve, c'est qu'il y a des dogmes. Vous voyez, à partir du moment où une tradition spirituelle a des dogmes, c'est-à-dire des choses qu'on ne peut pas discuter, non, ça veut dire que là... C'est problématique, parce qu'aucune tradition dans les pays du Sud ne fonctionne avec des dogmes. Je dirais, même si vous mettez un dogme, c'est que c'est plus une tradition spirituelle. Vous voyez, puisque nous, on ne rentre pas dans ce genre de choses. Pourquoi ? Parce que le soleil se lève à l'est et se couche à l'ouest. Hein. On n'a pas besoin de faire un dogme. Tout le monde voit bien qu'il s'est levé à l'est et qu'il s'est couché à l'ouest. Vous voyez ? Donc les choses sont évidentes. Ouais, mais l'Européen aime bien contraindre effectivement à croire... Il y a une dimension très politique dans ce fonctionnement qui ne permet... Vous savez, même dans la tradition de l'Égypte antique, vous prenez même aujourd'hui dans un pays africain,
les gens ne partagent pas tous. Vous avez la confrérie au niveau du Como, la confrérie au niveau des Dogons. C'est-à-dire qu'il y a cette espèce de vision on peut débattre quant au fond, parce qu'on se rejoint sur le fond, mais la forme, elle peut être différente. Et c'est là où je dirais que dès qu'on installe des dogmes avec des obligations de penser comme ça crée un souci. Maintenant, le truc, c'est que, vous savez, nous, on a fondé la plus ancienne des civilisations, qui est la mère de toutes les civilisations, qui est les civilisations des Gigantiques. Lorsqu'on commence à parler de divinités qui célèbrent le soleil le 25 décembre, ça veut dire qu'on est venu chez nous. C'est-à-dire que nous étions ceux qui avaient instauré cette chose-là. Mais c'était basé sur le solstice. Ce qu'on appelle le solstice d'hiver, c'est Jules César quand il a repris notre calendrier. Donc il a fait beaucoup d'erreurs, donc les dates ont été déplacées. Mais il faut comprendre ce que c'est que le solstice. Donc je propose le document suivant qui est assez complet, et ça nous permettra vraiment de comprendre les choses à ce niveau-là. On y va. Nous arrivons à cette station du solstice d'hiver. Actuellement, l'axe incliné de la Terre fait pencher sa moitié nord dans l'ombre. Nous passons de moins en moins d'heures au soleil, et de plus en plus d'heures dans l'ombre de la Terre. Le solstice n'est pas une station pour la Terre, c'est une station pour le soleil, qui de jour en jour, à midi, est resté plus bas dans le ciel, et qui s'arrête de descendre. C'est d'ailleurs ce que veut dire le mot solstice. Sol pour le soleil, stis, la station. Vous avez pu suivre chez vous les rayons du soleil qui, depuis l'été, pénètrent de plus en plus loin dans la pièce. Aujourd'hui, ils sont au maxi, parce qu'aujourd'hui, la moitié nord de la Terre se détourne le plus du soleil. La Terre se présente au soleil sous des angles différents. À l'équinoxe, il y a 3 mois, le soleil, à midi, était à la verticale de l'équateur. Puis, au fur et à mesure que la Terre avance sur son orbite, la ligne des endroits où le soleil tape à la verticale descend dans l'hémisphère sud. Ce week-end, le soleil, à midi, est à la verticale du 23e parallèle, à la verticale de l'Australie, de Madagascar et de Rio de Janeiro. Ce 23e parallèle s'appelle le tropique du Capricorne, parce que le soleil, à cet angle-là, se trouve devant la constellation du Capricorne. À partir de la semaine prochaine, la moitié nord de la Terre va de nouveau se pencher vers le soleil. La trajectoire apparente du soleil s'allongera, les jours, peu à peu, s'allongeront, cap sur le printemps. Il existe un autre phénomène très intéressant qui se déroule autour du 25 décembre ou du solstice d'hiver. À partir du solstice d'été et jusqu'au solstice d'hiver, les jours s'écourtent et se refroidissent. Vu de l'hémisphère nord, le soleil semble s'éloigner vers le sud et de devenir plus petit et faible. Le raccourcissement des jours et l'expiration du temps des récoltes à l'approche du solstice d'hiver symbolisaient pour les anciens le processus de mort. C'était la mort du soleil. Au 22 décembre, le déclin du soleil était complet, car le soleil, ayant voyagé vers le sud continuellement pendant 6 mois, arrivait à son point le plus bas dans le ciel. Ici, une chose étrange se produit. Le soleil cesse de descendre vers le sud, du moins perceptiblement pendant 3 jours. Durant cette pause de 3 jours, le soleil se situe à proximité de la constellation de la Croix du Sud, ou Crux. Et après cela, le 25 décembre, le soleil se décale d'1 degré, cette fois-ci vers le nord, présageant les jours plus longs, la chaleur et le printemps. Et ainsi il fut dit. Le soleil mourut sur la croix et après 3 jours de mort ressuscita ou renaît. C'est pourquoi Jésus et de nombreux autres dieux du soleil partagent le concept de la crucifixion, des 3 jours de mort et la résurrection. C'est la transition du soleil juste avant son changement de direction pour retourner dans l'hémisphère nord et apporter le printemps, donc le salut. Cependant, ils ne célébrèrent pas la résurrection du soleil avant l'équinoxe du printemps, soit Pâques. Parce qu'au moment de l'équinoxe de printemps, le soleil vainque officiellement les ténèbres maléfiques, puisque les journées à partir de ce moment deviennent plus longues que les nuits, et les conditions revitalisantes du printemps émergent alors.
L'étoile à l'est est Sirius, l'étoile la plus brillante du ciel, qui, le 24 décembre, s'aligne avec les 3 étoiles les plus brillantes de la ceinture d'Orion. Ces 3 étoiles brillantes sont appelées de nos jours de la même façon qu'elles étaient dans les temps anciens, les 3 rois ou les 3 rois mages. Les 3 rois et l'étoile la plus brillante, Sirius, pointent toutes dans la direction du lever du soleil au 25 décembre. C'est pourquoi les 3 rois suivent l'étoile à l'est pour localiser le lever du soleil, la naissance du soleil. La Vierge Marie est la constellation de la Vierge, aussi connue comme Virgo. Virgo en latin signifie Vierge. La constellation de la Vierge est également appelée la maison de pain, et la représentation est d'une Vierge portant une gerbe de blé. Cette maison de pain et son symbole de blé représentent août et septembre, à la saison des récoltes. À son tour, Bethléem en fait se traduit littéralement par maison de pain. Bethléem fait donc référence à la constellation de la Vierge et un endroit dans le ciel et non sur terre. Eh bien, on a comme l'impression effectivement qu'une certaine histoire qu'on nous a racontée est étrangement en lien avec les étoiles dans le ciel. C'est pour ça que j'ai écrit Cosmogenèse Camite. Clairement, c'est... Vous voyez, c'est-à-dire tome 1, tome 2, comprendre le grand livre du ciel. C'est-à-dire que, en fait, la réalité, je vais vous l'expliquer, elle est très simple. Avant, les grandes civilisations, la grande civilisation africaine de l'Égypte ancienne, fonctionnait en accord avec la nature, la biodiversité, le soleil. D'accord ? Parce qu'il faut savoir que le dispensateur de l'énergie, c'est le soleil. Donc à partir de là, les saisons étant régulées par rapport au soleil, la position de la Terre par rapport au soleil, donc il y avait naturellement une prise en considération de ces éléments dans le fonctionnement de tous les jours. Vous savez, quand vous occupez des poules, vous savez que lorsque vous êtes en mars, vous avez un horaire pour rentrer les poules. Lorsque vous êtes en juin, c'est un autre horaire. En décembre, c'en est encore un autre. D'accord ? Donc vous savez très bien qu'il faut rentrer plus tôt lorsque vous êtes en décembre pour pouvoir rentrer les poules parce qu'il fait nuit beaucoup plus tôt. C'est-à-dire que la durée du jour est beaucoup plus courte. Donc ces phénomènes-là, on a constaté que, c'est vrai qu'on n'a pas le temps de voir le document suivant, mais la raison pour laquelle on a placé la fête de Noël le 25 décembre, c'est parce qu'il y a ce phénomène du solstice qui se déroule, c'est-à-dire la régénération du soleil, ce qu'on appelle le nouveau soleil, qui va donner Noël, Noëlas, Dias Natalis, enfin, tous les noms que donnaient les civilisations anciennes. Quand on les a formés à ces connaissances-là, il faut savoir que c'est nous qui avons appris à l'humanité la notion du temps. Le calendrier occidental est un calendrier africain. Vous voyez ? Donc, la chose, c'est que nous nous retrouvons dans quelque chose qu'on veut faire passer comme étant notre tradition, mais ce n'est pas notre tradition. Et ça veut dire qu'en fait, il faut prendre le temps de savoir, mais qu'est-ce qui était notre tradition avant de venir sur la plantation ? C'est-à-dire, avant de connaître ce grand marasme-là au XVe siècle, XIVe siècle, c'était quoi notre tradition au départ ? C'est pour ça qu'on parle d'humanité classique. L'humanité classique, c'est lorsque nous avons fondé les choses, l'ordre des choses et le savoir sur les choses. Vous avez vu que toutes les civilisations vont fonctionner sur ce même savoir. Oui. Voyez ? Maintenant, la problématique de fond, c'est que quand les auteurs, qui sont des occidentaux, vont vouloir rédiger un texte, ils vont se référer tout simplement à leur climat, à leur saison. Donc ils vont placer les choses selon leur paradigme climatique. Sauf que ça ne correspond pas à l'espace géographique où ils veulent placer, je dirais, l'histoire. Donc vous voyez bien que tout cela montre bien que, effectivement, lorsqu'ils ouvrent cet ouvrage, les gens dont on parle, ce ne sont pas leurs ancêtres. Les lieux dont on parle, ce ne se trouve pas en Europe. Ils ont fait une greffe. Et là, on voit que la greffe, en fait, elle a été faite en bricolant. Puisqu'il y a ne concorde avec rien. Et quand on commence à regarder sur un même auteur, vous avez vu que sur un seul auteur, il y a déjà des contradictions à tous les étages de la fusée. Si vous passez à un deuxième, il rajoute encore des contradictions. Donc là, vous voyez bien que, par contre, quand vous êtes dans la tradition africaine, ça n'existe pas. Parce que vous avez un lever iliaque de l'étoile Sirius tous les 1460 ans. C'est clair, net, précis, démontrable scientifiquement. La Terre tourne autour du Soleil, il y a 12 mois dans l'année. Enfin, le truc scientifiquement réglé, 1 heure fait 60 secondes, 60 minutes, 1 minute fait 60 secondes. C'est-à-dire, déjà à l'époque pharaonique, vous avez des textes qui parlent déjà de ça. Donc c'est pour vous dire que la chose, elle est carrée. D'ailleurs, c'est pas pour rien que l'Afrique est le berceau de la métrologie, c'est-à-dire la science des unités de mesure du temps, du poids, des distances, de tout ça. Donc à partir de ce moment-là, ça fait que effectivement,
Moi, je pense que quand vous prenez Clément d'Alexandrie, Origène d'Alexandrie, Alexandre d'Alexandrie, bon, c'est des Africains, on est en Afrique, hein. Il y avait la bibliothèque d'Alexandrie. Je pense que ce sont des gens qui ont voulu aider les Occidentaux à avoir une tradition. Mais la problématique de fond, c'est que l'Empire romain est un empire colonialiste. Donc leur bonté les a perdus. Non, là, c'est-à-dire que c'est un empire colonialiste. Donc il va tout simplement reprendre les choses, mais dans une géopolitique colonialiste. On va imposer des choses, il n'y aura pas matière à discussion, et on va organiser la division pour que les gens ne puissent pas s'unir. Donc il y aura des protestants, des adventistes, des évangélistes, enfin, on va découper le machin pour faire en sorte qu'il n'y ait pas d'union contre celui qui a le pouvoir. Donc tout ça aussi est calculé dans la dynamique, je dirais, de l'empire prédateur, qui était l'empire romain, faut pas l'oublier. Et de là, c'est cet empire qui va générer la pensée européenne, c'est-à-dire le regard qu'on va avoir sur l'autre. Alors ça va commencer effectivement par les conflits entre Européens, entre les Germains, les Français et compagnie. Après, ça va dégénérer sur la planète. Et c'est ça la problématique. Maintenant, c'est à nous de comprendre ces phénomènes-là, puisque on a quitté cette grande terre des poissons, de revenir avec un peu plus de hauteur, sans avoir de l'animosité, essayer de comprendre un peu les choses, et trouver notre trajectoire, et bâtir notre tradition, et sortir des histoires dormir debout. Voilà. Merci beaucoup en tout cas professeur Omotunde encore pour ce cours du jour sur les origines africaines des fêtes de Noël. Vous avez vu, j'ai encore invité les gens à appeler aujourd'hui. Bon, vous n'avez pas appelé, mais si vous avez des réclamations, vous avez des questions, monsieur Omotunde est tout à fait à même... Oui, parce qu'il y a beaucoup, en fait aujourd'hui il y a beaucoup de documents là-dessus. Moi déjà j'ai déjà fait 5 tomes pratiquement sur ces questions, et c'est vrai que je dirais l'enjeu c'est comprendre que nous sommes des êtres de lumière. Tout simplement. Voilà, c'est ça. Nous sommes et arrêtez de rejeter l'idée, parce que moi, ça m'horripile un peu. Nous sommes des êtres de lumière. Il faut créer les conditions d'une humanité réconciliée avec elle-même. Merci beaucoup, professeur Omotunde. Étonnant, non? Je crois que vous allez maintenant voir cette fête d'un tout autre œil après avoir vu cette vidéo. En tout cas, merci de l'avoir suivi jusqu'à son terme. Merci une fois de plus pour tout le soutien que vous apportez, que ce soit par PayPal, Tipeee ou encore Patreon. C'est très apprécié. N'oubliez pas de vous abonner, de liker et surtout de partager cette vidéo. Et un autre moyen justement pour soutenir la chaîne, vous pouvez le faire en allant visiter The African Chronicles Boutique. Vous avez tout un tas d'objets différents, des t-shirts, des mugs et encore des hoodies que vous pouvez vous offrir pour vous-même ou pour votre famille. Donc n'hésitez pas, c'est un excellent moyen aussi de soutenir cette chaîne. Merci encore d'avoir regardé la vidéo jusqu'à son terme. Et vous le savez, le savoir n'est utile que lorsqu'il est partagé. À bientôt.